Bonjour à toutes et à tous. C'est Christophe, le fils de Nadine Forster, qui m'a invité à venir ici. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quand j'ai rencontré Nadine Forster, la dessinatrice, il y a maintenant 6 ans. Pendant que je travaillais pour ma thèse, j'ai écrit une thèse sur le sujet du métier de dessinateur, c'est-à-dire comment est-ce que les dessinateurs et les dessinatrices apprenaient à devenir dessinateurs, en faisaient leur carrière professionnelle et réussissaient à en vivre. Et dans le cadre de ce travail, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dessinatrices. J'ai perdu mon. Tout va bien. Je recommence. Et donc, pendant mon travail, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de dessinatrices, et notamment de dessinatrices de bande dessinée, qui avaient été négligées, dans le meilleur des cas, et le plus souvent complètement oubliées, effacées de l'histoire de la bande dessinée. Et donc, pendant tout mon travail de recherche, et encore aujourd'hui, il a été vraiment très important pour moi de revenir creuser dans les archives. On va en parler, hein. Je vais vous expliquer les différentes archives que je suis allée voir, pour essayer de faire ressurgir ces carrières de dessinatrice. Et en travaillant comme ça avec ma petite loupe d'historienne à l'intérieur de différents cartons d'archives, je suis tombée sur cette vie de Nadine Forster qui était absolument exceptionnelle et qui, selon moi, avait été effacée de manière complètement incompréhensible. Je comprends très bien pourquoi, mais pour des raisons de différence entre certains des dessinateurs et des dessinatrices. Et du coup, j'ai vraiment voulu le remettre à l'honneur et surtout remettre à l'honneur la manière dont elle s'était emparée de la bande dessinée de manière très très précoce par rapport à d'autres dessinateurs de cette époque et en mettant en avant des personnages féminins, ce qui est quasiment une première dans les années 60 en France comme en Belgique. Donc aujourd'hui, ce dont j'aimerais discuter avec vous, ce que j'aimerais vous montrer, c'est à la fois la question du parcours de Nadine Forster et notamment ses débuts dans le métier de dessinatrice. Comment en fait ils sont à la fois très caractéristiques des dessinateurs pour enfants de cette époque et des dessinateurs de bande dessinée en particulier, et comment en même temps son parcours est exceptionnel et va extrapoler certains de ces traits qui normalement sont caractéristiques. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais étudier avec vous quelques extraits de ces albums et notamment du journal de Véronique pour qu'on puisse parler ensemble de à quel point à la fois ses histoires et son trait sont le signe d'une certaine libération féminine à la fin des années 60. Donc si vous en êtes d'accord, on va commencer. J'espère que vous êtes d'accord. Sinon, alors pour commencer, pour retrouver des dessinatrices, puisque je me suis quand même amusée à faire ça pendant quelques années, j'avais 2 techniques. La première technique consistait à fouiller dans les illustrés pour la jeunesse pendant des heures, en regardant les signatures jusqu'à réussir à retrouver qui étaient les signataires. Et notamment, je me suis beaucoup intéressée aux illustrés pour les filles, pour les petites filles, qui ont été très très peu étudiés par les fans de bande dessinée, parce que les fans de bande dessinée étant des hommes, ils ont plutôt tendance à étudier les bandes dessinées qu'ils lisaient étant garçons. Et c'est comme ça, en fait, c'est en lisant Lisette et Nad, Bernadette, illustrée catholique des fillettes, pour celles et ceux qui s'en rappellent, que j'ai découvert le nom de Nadine Forster. Et à la suite de ça, je suis partie en voyage d'archives en Belgique pour dépouiller les archives des différentes écoles d'art belges, pour retrouver, parce que j'avais juste des noms. Nadine Forster, au début, j'avais juste un nom, et donc pour retrouver, en fouillant dans les archives, qui se cachait derrière ces noms. Donc je suis allée à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, et j'ai demandé à voir les dossiers des élèves qui travaillaient à cette époque, et c'est comme ça que je suis tombée sur le dossier complet de Nadine Forster à l'Académie royale des beaux-arts. Et là, incroyable, Nadine Forster, c'est la meilleure élève de son école. C'est quand même important de le dire. Elle fait donc ses écoles à l'Académie royale de 1947 à 1951, et je vous ai mis ici un petit récapitulatif, comme ça on s'en rappelle. Donc en fait, elle a eu à peu près tous les premiers prix, finalement.
Et notamment, donc elle étudie à la fois en peinture et en dessin, ce qui, si vous avez déjà pu commencer à vous promener dans l'exposition, vous l'aurez remarqué, je pense qu'elle est très douée à la fois dans les deux. Et elle finit son parcours à l'Académie des Royales avec le Grand Prix maîtrise de la ville de Bruxelles, donc qui est la meilleure récompense qu'on peut avoir à l'époque en tant qu'apprenti peintre, apprentie dessinatrice. Et notamment, en fait, pendant cette période, elle va étudier sous la direction d'un fresquiste, donc quelqu'un qui fait des fresques très très connues de l'époque, qui s'appelle Anto Carter, qui va être son mentor et grâce auquel elle va pouvoir ensuite commencer à exposer partout dans le monde et à faire des virées pour montrer ses œuvres. Donc Nadine Forster, elle commence en étudiant le dessin et la peinture comme de nombreux dessinateurs et dessinatrices de l'époque, parce que finalement il n'y a pas tant d'autodidactes qu'on voudrait le croire dans les études d'art, mais elle explose un peu le plafond, si vous voulez, elle ne fait pas juste que suivre les cours de l'Académie des Royales pendant 4 ans, et elle commence une carrière assez brillante et assez précoce de peintre fresquiste, donc de peinture monumentale. Sa première fresque s'appelle Carte astrologique, pour ceux que ça intéresse. Et donc elle va faire un espèce de tour du monde en montrant ces différents tableaux. Elle va même recevoir un prix à un salon. Et je trouve ça vraiment intéressant, son parcours de formation par rapport à la formation des dessinateurs et des dessinatrices de l'époque, parce que pendant longtemps, on a eu cette image des femmes comme étant disposées au dessin, à la peinture, comme elles étaient disposées à ce qu'on appelle les arts d'agrément. Les arts d'agrément, ce sont des arts qu'on apprend normalement dans l'éducation d'une jeune fille de la classe moyenne ou de la classe bourgeoise, donc le piano, le chant, quelques croquis, etc. Et l'idée des arts d'agrément, c'est qu'on doit apprendre à se divertir, à divertir les autres, à devenir une bonne épouse et une bonne mère. Donc on va surtout privilégier un trait à destination des enfants, des histoires considérées comme, on va dire, mignonnes, mais à aucun moment cet enseignement du dessin qui est fait dans l'éducation des jeunes filles est considéré comme un enseignement professionnel. Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'idée un peu stéréotypée de départ. Et en fait, on se rend compte à partir des années 40, surtout, on va dire, que la profession du dessin, ça devient vraiment un débouché pour les jeunes filles. Parce qu'en fait, elles peuvent étudier les arts appliqués. Et les arts appliqués, ça ouvre à des métiers dans l'industrie, donc ça leur ouvre des carrières professionnelles. Et donc les écoles d'arts appliqués en France et en Belgique vont s'ouvrir aux jeunes filles, et notamment en France, il y a une école qui va former la plupart des dessinatrices françaises qu'on connaît encore aujourd'hui, c'est l'école du Perret. Sauf que Nadine Forster, elle s'inscrit dans cette lignée-là, donc on va plus loin que l'art d'agrément et que juste savoir dessiner parce qu'on est une fille, on en fait ses études, mais elle va plus loin parce qu'elle entre aux Beaux-Arts. Et entrer aux Beaux-Arts quand on est une jeune femme dans les années 50, c'est pas donné. Il y a des cours qui sont interdits pendant longtemps, par exemple, on ne peut pas assister. Vous le devinez, je pense, on ne peut pas assister au cours de nu quand on est une femme au début, parce que ça va contre la décence. Donc, vous voyez, pour moi, ça c'est vraiment le début de ce qui est assez exceptionnel dans sa carrière. Elle, non seulement, elle s'engage dans une carrière professionnelle au lieu de juste cultiver une appétence pour le dessin, mais en plus, elle rentre dans une des formations les plus difficiles et elle est meilleure que les garçons, si je peux me permettre. Voilà. Alors, j'imagine puisqu'elle a le premier prix, et les prix n'étaient pas différenciés entre les femmes et les hommes. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur sa carrière, que je trouve, enfin pas sur sa carrière, mais sur sa formation, que je trouve déjà assez en soi intéressante, et on pourra en parler longuement. Et puis donc Nadine Forster commence une carrière dans la peinture, mais très rapidement elle est attirée par le dessin. Elle est attirée par le dessin pour enfants
en vous baladant dans l'exposition, vous vous rendrez compte qu'en fait, tout en faisant des peintures, elle fait très rapidement des publicités en forme de bande dessinée, qu'elle s'adresse aussi aux enfants. Alors, certains diraient sûrement que c'était sa nature profonde de s'adresser aux enfants, mais j'imagine qu'elle avait un goût pour ça en tout cas. Et donc, je vais passer ça. Et donc, elle va se spécialiser progressivement dans le dessin pour enfants, mais de manière assez inattendue en réalité. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Certains d'entre vous, c'est sûr que oui, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle prend le train un jour, et dans le train, elle rencontre Maud Frère. Maud Frère, c'est une romancière belge qui va lui proposer de travailler sur un récit pour enfants au départ, qui n'est pas une bande dessinée. Ce récit pour enfants, c'est le journal de Véronique. Le journal de Véronique, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens ici qui voient ce que c'est. C'est l'histoire d'une jeune fille qui n'a pas vraiment la langue dans sa poche, ni les mains dans sa poche, et qui passe son temps à inventer des histoires, à martyriser son cousin, et à avoir toute une série d'aventures. Et cette histoire illustrée, elle va d'abord être publiée en livre, en album, et puis elle va être reprise par deux illustrés pour fillettes de l'époque, ceux dont je parlais tout à l'heure, Lisette et Bernadette, qui deviendra ensuite Nad. Et ça, c'est, encore une fois, ça m'intéresse, parce que d'un côté, c'est très classique pour une dessinatrice de commencer à travailler dans les illustrés catholiques. De toute façon, c'est très classique pour les dessinateurs à cette époque, si on veut du travail. Il y a des journaux qui publient toutes les semaines des dessins pour les enfants, et donc qui offrent du travail en continu. Et ces journaux, ceux qui vendent le plus, c'est les illustrés catholiques. Donc c'est pas ceux qu'on a le plus retenus. On a souvent le plus retenu Spirou, Tintin et Pilote, parce que c'est les plus célèbres. Mais en réalité, des journaux comme Fripounet et Marisette, ça rappelle peut-être des souvenirs, Lisette ou La Semaine de Suzette, c'est tout en hête, c'est très important. Tous ces journaux-là, en fait, ils embauchent énormément et ils offrent un débouché très très important aux dessinateurs. Et ils offrent d'autant plus, alors je vais juste vous mettre, je vous ai passé le tableau précédent, il faut quand même que je vous en mette un. Ils offrent un débouché très important aux dessinateurs, ils offrent un débouché encore plus important aux dessinatrices. Parce que ces illustrés, ils ont donc... Ce tableau n'est pas aussi compliqué qu'il y en a. Au début, vous avez tous les illustrés pour les garçons. Bayard, Curva, tous les illustrés catholiques. Donc faits par des éditeurs catholiques avec des messages approuvés par l'Église, on va dire. Donc au début, vous avez tous les illustrés pour garçons, le pourcentage de dessinatrices dedans, et ensuite vous avez le seul illustré mix qui existait, qui était Fripounet et Marisette, et ensuite vous avez tous les illustrés pour filles. Et si vous regardez, on se rend bien compte que, à l'exception de Fillette, dans les illustrés pour filles, si vous regardez bien la colonne dessinatrice, et ben la proportion de dessinatrices, elle triple, voire elle quadruple dans les illustrés pour fillettes par rapport aux illustrés pour garçons. Ce qui veut dire que non seulement si vous voulez faire du dessin votre profession, vous allez vous tourner à un moment ou à un autre vers les illustrés parce que c'est là que vous avez une possibilité de gagner votre vie, mais si vous êtes une femme, en gros, vous avez toutes vos chances en vous faisant embaucher par un de ces journaux. Du coup, de ce point de vue-là, rien d'exceptionnel dans la carrière de Nadine Forster. Elle suit un débouché économique et il faut bien vivre de son travail. C'est le principe d'avoir une profession. Mais cependant, là où je trouve que ça se... Enfin, là où je trouve que c'est pas que moi, hein, là où sa carrière se démarque effectivement de ce trait, de cette carrière un peu toute tracée, école de dessin, illustrée pour fillettes, puis illustration pour enfants plus tard quand ces illustrés cessent d'exister. Là où ça se démarque, c'est le succès qu'elle rencontre. En fait, c'est exceptionnel. Elle rencontre un succès avec le journal de Véronique qui est tellement important que ça va être réalisé en dessin animé, qu'il y aura tout un certain nombre de produits dérivés qui vont en sortir. Et puis ce qui est aussi extrêmement intéressant pour une historienne du dessin, c'est qu'elle a commencé en album,
Donc elle commence dans des albums classiques avec des images et du texte. Et quand elle va être republiée dans Lisette et Nad, elle va transformer ces planches d'album en planches de bande dessinée. Ce qui veut dire qu'elle est extrêmement sensible non seulement aux évolutions de la société, parce qu'on le voit à travers son personnage qui est assez libéré, mais elle est aussi sensible aux évolutions du style de son époque. Et c'est probablement aussi ça qui explique que sa carrière ne va pas du tout s'arrêter aux illustrés catholiques Ripollet, et pour le reste de sa carrière, vous avez de quoi faire, je pense, pendant le reste de la soirée. Voilà pour le début de son parcours et pour cette tension qu'il y a entre une carrière à la fois typique, qui intéresse toujours les historiens et les sociologues, de retrouver ce qui se répète dans différentes trajectoires, et en même temps là où elle dépasse en fait ce qui est un peu typique, là où elle va plus loin, où elle surprend, d'où le caractère exceptionnel. Et c'est pour ça que pour continuer cet exposé, dans un deuxième temps, j'aimerais revenir non plus sur la manière dont elle a construit les débuts de sa carrière, mais sur la manière dont son dessin et son style sont eux aussi, dépassent eux aussi le stéréotype pour proposer quelque chose de nouveau. Donc à la fois dans le personnage qu'elle développe et dans le trait qu'elle développe. Pour ça, je voulais d'abord vous parler un petit peu d'un cliché qu'on retrouve souvent quand on lit d'anciens historiens du dessin. C'est l'idée qu'il y a quelque chose qui existe qui s'appelle le trait féminin. Pour certains d'entre vous, vous l'avez peut-être entendu parler pour le style féminin, ça marche aussi. C'est l'idée que les femmes ne dessinent pas ou n'écrivent pas pareil que les hommes, puisqu'elles sont intrinsèquement différentes. Et le fait est que les maisons d'édition, depuis la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, quand elles embauchent des femmes, quand elles demandent des dessins à des femmes, elles vont demander un certain type de dessin, qui est attendu de cet enseignement justement des arts d'agrément qu'on fait plutôt pour le loisir. Et donc quand on va retrouver des dessins publiés par certaines des dessinatrices les plus célèbres du début du XXe siècle en France, là je vous ai mis un extrait de Manon Yessel et un extrait de Marie Mad, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est pas grave si vous ne les connaissez pas. Je peux vous en parler par contre si vous voulez. On se rend compte que effectivement les commandes qui leur sont faites, vous voyez, c'est des commandes très enfantines, c'est des commandes pour les tout petits enfants en fait. C'est des bandes dessinées, hein, parmi les premières bandes dessinées françaises et qui sont publiées dans des journaux assez généralistes, mais c'est des bandes dessinées à destination des tout petits enfants, comme l'indiquent d'ailleurs les titres de ces bandes dessinées, Pâté Piou et Titounet et Titounette, vous voyez bien le registre, je pense, dans lequel on est. Et donc on est un peu, quand on étudie le dessin féminin, on est un peu enfermé dans ce cliché-là. Et même encore aujourd'hui, il y a des dessinatrices qui se plaignent que les dessinateurs leur demandent un type de trait très précis. Mais sauf que, évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Parce que quand on pense très enfantin, on pense très rond, très simple. Sauf que si on commence à penser lignes claires, lignes épurées, justement j'ai dit lignes claires, on pense aussi à Hergé. Hergé, c'est le spécialiste de la ligne claire. Si on dit très rond, si on dit animaux anthropomorphiques, on pense à Walt Disney. Et donc, en fait, cette espèce de caractéristique qu'on a voulu mettre sur le trait féminin, un peu pour le dévaloriser, il est dessiné pour les enfants, il est trop simple. Quand on creuse un peu, on se rend compte que ces mêmes caractéristiques sont mises en valeur et dès qu'on parle des maîtres de la bande dessinée ou du dessin animé comme Hergé ou Walt Disney. Et du coup, bon, c'est évidemment pas très simple de parler de dessin féminin. Et ce que je trouve intéressant avec le trait de Nadine Forster, pour revenir à elle quand même, c'est qu'en réalité, elle réussit, elle, à faire une synthèse de ce dessin, de ce trait de dessin rond, clair, avec une ligne épurée,
parce que elle s'inspire clairement de la ligne claire, parce qu'elle enfin, vous voyez en fait quand on regarde les contours de ces dessins, on voit bien l'épuration maximum, le fait qu'il n'y ait pas trop de décor, qu'on s'attache aux personnages, aux émotions des personnages. Ça, c'est quelque chose qui est typique de la ligne claire, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de très enfantin, mais qui en fait s'inscrit dans une longue lignée de création du style de bande dessinée. Et donc ça permet de remettre en cause un peu cette idée que, sous prétexte que c'était une femme, elle aurait eu un trait plus simple. En réalité, pour moi, elle s'inscrit vraiment dans une filiation très construite de ce point de vue-là. Et du point de vue des histoires qu'elle choisit de raconter, elle est aussi héritière de cette complexité-là. Parce que Nadine Forster fait des dessins pour les enfants de tous les âges, mais quand elle se met à faire le journal de Véronique, elle choisit vraiment d'écrire une espèce d'aventure de la vie quotidienne. Hein, c'est une aventure du quotidien, Véronique, il se passe quelque chose à chaque fois. À chaque fois, c'est n'importe quoi. C'est très drôle. Et ça, c'est quelque chose qui est à la mode dans les illustrés des années 60, et qu'on va retrouver avant elle, notamment dans deux bandes dessinées assez connues. Donc Mireille de Manon Yessel qu'on voyait tout à l'heure. D'ailleurs, on parle du fait qu'on n'est pas enfermé dans un style. Ça, c'est Manon Yessel en 1934 et Manon Yessel 20 ans plus tard. Les jumelles de Janine Lay. Donc en fait, c'est des histoires qui sont publiées pour les filles, mais qui sont pleines d'aventures, d'événements extraordinaires, de courses-poursuites, etc. À partir de la fin des années 50, au début des années 60, on ne raconte plus aux filles que des histoires de petites filles sages. C'est fini ça. On se met aussi à reprendre ce qui se passe dans les histoires pour garçons et dans les illustrés pour garçons, et à reprendre ces recettes qui marchent là. Et Nadine Forster, elle va complètement s'emparer de ça, mais en retransposant ça dans le quotidien. Et du coup, elle réussit à faire une synthèse vraiment, vraiment intéressante, parce qu'on lit un journal intime, donc quelque chose, encore une fois, qu'on pense vraiment très féminin, la voix intérieure, l'introspection, etc. Mais ce journal intime, c'est le journal intime d'une fillette qui, en fait, se permet de vivre son enfance sans vraiment s'interdire grand-chose. Et notamment, ces histoires, c'est quand même beaucoup d'histoires de bagarres. Je vous ai mis du coup quelques extraits. Bon, le cousin Odilon regrette un peu que ce soit sa cousine. Mais vous voyez, elle est toujours en action. C'est une petite fille qui est toujours en action. Alors que pourtant, le style du journal intime, c'est de l'introspection. Mais là encore, vous voyez, il y a une synthèse entre les deux. Et si on va... ouais, je vous ai mis encore des images de disputes, parce que ça se bat beaucoup dans le journal de Véronique. À l'époque, c'était pas si courant que ça de voir des filles se battre comme ça tout le temps. Et à ça s'ajoute, dans les thèmes proposés, vraiment une modernité de cette petite fille qui a accès en fait à tout l'univers économique des Trente Glorieuses. Donc, quelques illustrations de ça, un appareil photo, une voiture, le téléphone. Elle est inscrite dans la modernité des années 60. Et je pense que c'est parce que Véronique est inscrite dans la modernité des années 60 que Nadine Forster a pu, elle aussi, expérimenter avec son style. Dans un espèce de vase communicant où plus son héroïne est libérée, plus elle aussi, elle peut se permettre des choses, elle peut sortir de l'illustration la plus classique. Et donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment elle est passée, enfin, une des choses qui m'intéresse, c'est comment elle est passée des années de ce trait, au départ, qui est celui d'illustration pour enfants, d'un conte pour enfants, quand le journal de Véronique est publié en album chez Pierre Tisney, et comment petit à petit, elle s'est appropriée la bande dessinée. Alors ça, du coup, pour une historienne de la bande dessinée, c'est exceptionnel de voir le passage d'un trait sans case à un trait avec case. Et notamment, ce qui est vraiment formidable quand on regarde les planches de Nadine Forster, quand on regarde ses planches de bande dessinée, et particulièrement donc, celle du journal de Véronique, mais ça marche aussi pour certaines publicités qu'elle a faites,
c'est que à peine elle a compris comment fonctionnait la bande dessinée, à peine elle a décidé d'en faire plutôt, qu'elle se l'est appropriée et qu'elle l'a détournée. Donc immédiatement, elle va plus loin. Elle va toujours un pas plus loin en fait. On l'attend quelque part et puis elle est déjà quelques mètres plus loin. Et là, en fait, je vous ai montré quelques exemples de ce qui me fait dire ça. Le principe de la bande dessinée, en gros, c'est qu'il y a une case suivie d'une autre case et qu'entre les deux cases, dans l'interstice entre deux cases, se passe le temps. Il y a un moment qui s'est passé entre les deux et donc en lisant une bande dessinée, finalement, le temps file. Et l'interstice est entre deux cases. Et Nadine Forster, elle joue avec le passage du temps et avec le passage des cases et avec cette organisation en cases qu'on appelle le gaufrier, vous comprenez pourquoi je pense, mais elle joue avec systématiquement avant même de faire des planches de bande dessinée complètes. Dès qu'elle peut, en fait, elle va organiser comme ça son dessin, elle va l'organiser dans une logique qui est une logique liée au passage du temps, une logique séquentielle. Donc elle s'approprie immédiatement tous les codes de la bande dessinée et elle les détourne. Donc là, vous voyez, je vous ai donné un exemple de conversation téléphonique. Donc le temps passe en fait entre les deux cases, avec en plus cette case de biais, hein, histoire de bien rompre tous les modèles. En fait, le temps passe, le coup de fil se fait dans l'interstice, comme ça, entre les deux. Et on peut imaginer la conversation se faire sans même avoir besoin de bulles. La deuxième case, je vous l'ai mise parce qu'en fait, les enfants sont dans la voiture. On voit que leur tête. Elle est vraiment comme ça, hein, je ne l'ai pas coupée, on voit que leur tête. Et avec les bulles, en fait, l'image se projette dans ce qu'ils imaginent parce qu'ils veulent jouer à faire la guerre. Je vous ai dit, c'est très violent, jouer à Nevernick, c'est terrible. Et là encore, on a une utilisation à la fois du gaufrier, donc de ce qu'on appelle le gaufrier, parce que finalement, elle a recoupé sa case en deux comme elle voulait. Et une utilisation des bulles qui explose l'usage de la bulle. Normalement, la bulle, elle est faite pour parler, elle n'est pas faite pour projeter un autre dessin. Et là, elle l'utilise pour projeter un autre dessin. En sachant que ces petits ronds comme ça, ils signifient vraiment une pensée. Dernier exemple du passage du temps. Alors, elle fait beaucoup ça. Elle ne monte pas les personnages en entier, elle monte leurs jambes pour montrer le mouvement. Ça, c'est très fort, c'est cinématographique et ça appelle le dessin animé, ça explique que ces bandes dessinées que ces illustrations étaient comme ça retranscrites en dessin animé. Donc elle représente juste les jambes et le mouvement. Et vous voyez la case d'après, l'explosion. Entre les deux, c'est passé l'allumage du bâton dynamique et le fait que le feu a progressé. Et on change comme ça de point de vue. Et donc, elle réussit vraiment à s'approprier les codes du visuel. Le dessin animé, la bande dessinée, le cinéma, tout est là dans ces quelques planches-là. Et c'est là-dessus que je voulais conclure vraiment cette modernité, pas seulement des sujets abordés par Nadine Forster, mais de la manière dont elle s'est complètement appropriée et a immédiatement fait exploser, un peu comme sur la dernière image, tous les nouveaux moyens visuels mis à sa disposition dans les années 60. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a un peu de temps pour des questions, si vous voulez, mais sinon je serai présente à la table ronde, si vous avez des questions plus tard. Je ne sais pas vraiment qui vous êtes, mais voilà, je me suis imaginé, vous, comme professeur dans un auditoire, c'était très passionnant. Merci beaucoup, je suis en effet enseignante. Je peux peut-être juste rajouter une chose, puisque on ne sait pas qui je suis. Donc je suis chercheuse en histoire du dessin et je viens publier un livre aux éditions de la Sorbonne, si la question de la profession de dessinateur en général vous intéresse.